Bonsoir, Monsieur Chenu. Prenez place. On va évidemment revenir avec vous tout d'abord sur le budget, puisque vous étiez reçu aujourd'hui à Bercy par le ministre de l'économie et la ministre des comptes publics. Mais d'abord, une réaction sur cette affaire et cette expulsion rocambolesque de cet influenceur algérien expulsé en Algérie et puis aussitôt de retour sur le territoire français. Quelles leçons, selon vous, faut-il en tirer ? Que le sujet est beaucoup plus complexe que certains ne le laissent entendre, ou que finalement la méthode Retailleau a ses limites ? Mais que le sujet soit complexe, c'est une évidence. On sait très bien que ça fait des années qu'on se heurte à ces difficultés de pouvoir envoyer dans leur pays d'origine des gens qui se comportent mal sur notre territoire national. Que ces sujets n'aient pas été traités pendant des années et qu'il le soit avec finalement encore un peu de faiblesse. On parle de 3 influenceurs. Enfin, le nombre de gens qui n'ont pas la nationalité française et qui se tiennent mal dans notre pays, il est important. Le nombre d'OQTF non exécutés est, je crois, de 93%. Donc ça, c'est l'échec de ce qui a été entrepris. Maintenant, il y a des choses qui n'ont pas été entreprises. Du coup, qui a été faible selon vous ? Le ministre de l'Intérieur ? Tous les gouvernements qui sont succédés. Le dernier ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été sur le sujet une nullité absolue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et l'actuel Attendez. Et l'actuel Parlons de celui qui est aux commandes aujourd'hui. On va le laisser dérouler ça, mais je vais vous dire, à partir du moment où il y a des leviers qui n'activent pas, il aura les mêmes résultats. Rappelons-nous, le président de la République et Gérald Darmanin nous disaient l'objectif 100% de reconduite à la frontière des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Bon, on est à 7%. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est minable comme résultat. Mais parce qu'il y a des leviers qu'ils n'ont pas voulu activer. Alors, je ne dis pas que c'est automatique, que c'est parce qu'on active un levier qu'immédiatement, on rentre, on réussit à régler le problème. Il y a des leviers qui n'ont pas été activés. Celui, évidemment, qui consiste à avoir une relation, on va dire, exigeante avec l'Algérie, est évidemment un des points du débat qu'il faut soulever. J'entends... On va parler des mesures à prendre à court et plus long terme. À court terme, là, que doit faire la France ? Cet influenceur est ce soir dans un centre de rétention en Île-de-France. Il faut d'ores et déjà enclencher de nouveau cette expulsion. Que faut-il faire là pour marquer le coup ? Mais bien sûr, il faut montrer que l'État n'est pas faible. Et à partir du moment où vous laissez finalement dériver ce type de problématique, vous donnez le sentiment d'un pays, la France, qui est faible face à un pays à qui on demande de reprendre l'un de ses ressortissants. Et pour montrer que la France n'est pas faible, il faut prendre des initiatives. Ces initiatives, elles sont évidemment diplomatiques dans un premier temps. Vous savez, l'Algérie se moque de nous. Enfin, sincèrement, c'est quoi ce jeu de cache-cache ? On a une faiblesse dans notre relation avec l'Algérie depuis très longtemps. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui n'est pas un homme politique, qui a été ambassadeur 2 fois, l'explique très bien. Les Algériens se moquent de nous. Ils savent que nous sommes faibles. Et notre relation, elle est structurée par des accords. Comme avec tous les pays finalement, des accords de 68. Ces accords qui permettent finalement à l'Algérie, contrairement à d'autres pays, d'avoir une espèce sur l'immigration, de droits supplémentaires, en tous les cas de facilités supplémentaires pour ces ressortissants algériens. Il faut les suspendre ? Mais il faut les suspendre, il faut les revoir. Mais nous, on le demande. Il faut les revoir ou il faut les suspendre ? Il faut d'abord les suspendre, évidemment. Il faut arrêter avec ça. Et puis ensuite revoir quel type de relation on veut avec l'Algérie. Mais quand on l'a proposé, nous, avec Marine Le Pen, les députés du Rassemblement national, toutes les autres forces politiques à l'Assemblée nationale, c'était pas il y a 10 ans, c'était l'année dernière, en 2023, ont voté contre. Ils ont dit, mais enfin, vous n'y pensez pas. Monsieur Attal qui nous dit ce soir, oui, il faut quand même regarder ça de près. Enfin, il était contre l'année dernière. Ces gens-là nous font perdre un temps et donc une sécurité folle. L'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, on dirait qu'ils n'ont jamais gouverné le pays. Il a vu 2 fois, je crois, Tebboune. Mais à aucun moment, il a osé lui en parler. Gérald Darmanin est allé en Algérie. Enfin, est-ce qu'à un moment, on peut passer du discours aux actes ? Parce que c'est très facile quand on n'est pas aux responsabilités. Nous, on nous le dit souvent, vous n'êtes pas aux responsabilités, vous tenez des discours. Aujourd'hui, j'entends M. Attal ou M. Philippe, mais ils ont eu les leviers en main. Ils ont pu faire bouger les choses. Justement, vous parlez de leviers qui n'ont pas été actionnés. Vous dites en quelque sorte il faut de la fermeté, moi, si je vous suis. Néanmoins, vous dites la solution, elle est diplomatique. La solution, elle passe par le droit, nécessairement. C'est-à-dire, en fait, on va respecter nos textes et on va aussi négocier avec eux. Mais en quoi, finalement, cette solution de la diplomatie, c'est une solution de la fermeté ? C'est-à-dire que vous dépendez
de la réaction de l'autre État. Non, alors elle n'est pas que diplomatique, peut madame. changer? Non, elle n'est pas que diplomatique, madame. Moi, je pense qu'on a évidemment la nécessité de revisiter ce qu'on appelle le droit des étrangers dans notre droit français. C'est-à-dire de constitutionnaliser. Nous, c'est pour ça qu'on souhaite. Et d'ailleurs, je crois que Bruno Retailleau a dit que lui, il le souhaitait aussi. On souhaite un référendum sur l'immigration pour constitutionnaliser le droit des étrangers. C'est-à-dire dire qui a le droit de venir, combien de temps, sur quels critères on naturalise, etc. Donc, on a effectivement, cet édifice juridique à revisiter. En France, c'est nécessaire de constitutionnaliser le droit des étrangers. Mais qu'est-ce que vous voulez constitutionnaliser du droit des étrangers? Parce que le CESEDA est un code absolument... Bien sûr. Non, mais bien sûr que... ça prend du temps. De grandeur, et c'est surtout que la Constitution ne peut pas disposer tout en matière de droit des étrangers. Vous vous rendez compte le niveau de précision? À travers un référendum. Mais dans la Constitution, qu'est-ce que vous voulez inscrire? Mais madame, un texte que nous avons proposé à l'occasion des élections présidentielles. Vous savez, quand on a demandé aux Français leur avis sur Maastricht, eh bien, on a livré... Moi, c'était la première fois que je votais. J'étais très jeune. Et on nous a livré un très épais texte, le texte du référendum de Maastricht, et les Français se sont passionnés pour ça. Ils ont lu ce texte, ils ont débattu, on se souvient de débats homériques, et les Français ont voté. Eh bien, c'est la même chose. On propose un texte qui constitutionnalise, qui dit ce qu'un étranger a le droit de... Parce que ici, la solution est le droit de séjour, la capacité à être naturalisé, tout cela doit faire l'objet d'un débat. Et puis d'ailleurs, les Français le demandent, madame. Les Français, qu'ils soient à Mayotte ou qu'ils soient en métropole, demandent le droit du sol. Par exemple, le droit du sol. Entre Mayotte et la métropole. C'est un autre sujet. Mais là, à plus court terme, le sujet de l'immigration. Le ministre de l'Intérieur a parlé d'humiliation. Vous n'allez pas le contredire. Comment faut-il répondre là? Quelle première mesure faudrait-il prendre? Quelle première mesure prendriez-vous si vous étiez au pouvoir pour marquer le coup? Suspendre les accords de 68, signifier à l'Algérie. Mais il n'y a pas que ça. On peut avoir aussi des mesures sur la confiscation des avoirs d'un certain nombre de dignitaires algériens, le nombre de visas qu'on délivre pour empêcher ces dignitaires algériens de venir se soigner, venir scolariser leurs enfants ici. Parce que tout ça existe aussi. Donc, si vous voulez, à partir du moment... Mais vous considérez qu'on peut se passer de toute relation diplomatique avec l'Algérie? Non, madame. Je ne dis pas qu'il faut se passer des relations diplomatiques avec l'Algérie. Je dis qu'il faut les rééquilibrer. Je dis que ces relations ne peuvent pas reposer sur la faiblesse de la France et la force de l'Algérie. Je dis qu'on ne peut pas se faire imposer. C'est pas ça une relation équilibrée. On ne peut pas se faire imposer par un pays tiers ces desiderata. C'est une relation particulièrement déséquilibrée. Elle résulte probablement de l'histoire, mais elle résulte aussi de la faiblesse de ceux qui nous gouvernent ici. On va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Bercy et ces tractations qui ont eu lieu toute la semaine. Discussion entre le ministre de l'économie, la ministre des comptes publics et l'ensemble des partis politiques, sauf la France insoumise, en vue de la mise en place d'un accord de non-censure sur le budget. Tractation désormais terminée. Écoutons les réactions des deux ministres à l'issue de cette semaine. Je veux d'abord saluer l'esprit de responsabilité et de transparence qui a animé toute cette semaine, qui, je pense, nous permettra d'avancer. Nous transmettrons demain au Premier ministre la synthèse de ces travaux et nos conclusions. J'ai vécu auprès d'Éric Lombard et de Patrick Mignola cette semaine en étant très rassuré par le fait qu'il y a dans notre pays des responsables politiques qui ont pleine conscience du moment très particulier que nous vivons. Vous avez échangé avec eux, ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé parce que ce sont des gens courtois et que nous sommes des gens courtois. Donc on sait faire. Et au-delà de la courtoisie, on est resté sur notre faim. En réalité, moi j'ai sur quel sujet un sentiment étrange. En fait, j'ai le sentiment d'avoir eu face à moi un ministre des Finances et un ministre du Budget qui ne souhaitent pas changer de logique politique. Ils nous ont dit non, mais sur l'Union européenne, la contribution de la France à l'Union européenne, pas touche. Ils nous ont dit sur l'aide médicale d'État, oui, vous verrez ça avec Mme Vautrin, mais globalement, sur le panier de soins, pas touche. Ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas bouger sur un certain nombre de ce qu'on appelle, nous, des dépenses tabous. Elles restaient tabous, oui, sur les opérateurs. On demandera un effort sur les agences de l'État qui coûtent si cher. On demandera un effort, mais pas de fusion, pas de suppression. On voit bien que c'est la même logique. Or, la même logique, elle amène les mêmes résultats.
C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, on leur a dit, il y a des logiques qu'il faut bousculer, qu'il faut revoir. Alors, il y a eu des choses intéressantes parce que... Vous étiez là-bas aussi pour rappeler vos lignes rouges, comme vous savez très bien le faire. Est-ce que vous avez obtenu quelques victoires sur ce plan-là? Je dirais que dès à présent, il y a deux choses qui ont pu nous donner satisfaction, c'est qu'ils ne reviendront pas sur l'indexation des retraites sur l'inflation. Vous savez que ça a été aussi un débat. On a entendu le ministre des Finances il y a quelques temps, je crois, chez un de vos confrères, dire que peut-être qu'on verrait dans l'année... Bon, ils ne reviendront pas, et ça, je dois dire que c'est quelque chose auquel on était très attachés. On a fait rentrer dans le débat aussi la question de l'outre-mer. Nous, on considère qu'il faut revoir l'octroi de mer. L'octroi de mer, vous savez, c'est cette taxe qui touche effectivement beaucoup, enfin qui touche l'outre-mer, les produits importés en outre-mer. Donc, la ministre du Budget nous a dit, bon, on va ouvrir le débat budgétaire par les crédits outre-mer, ce sont les premiers qui seront votés, mais OK pour ouvrir le débat sur la réforme de l'octroi de mer en 2025. Ça, on a considéré, je pense qu'on était le seul à l'avoir demandé, que c'était intéressant. Mais sur le reste... moi, j'ai quand même le sentiment de voir des gens... Vous avez parlé d'un grand flou sur la fiscalité des particuliers, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on ne sait pas si à la fin, ils ne vont pas trouver, inventer une taxe, une opération, revisiter une fiscalité qui impactera la France qui travaille ou qui a travaillé. C'est très flou. Il n'y a pas de garantie. On a eu le sentiment de ministres qui font les fonds de tiroir, pour tout vous dire, qui bricolent quelque chose, qui ne sont pas tout à fait à l'aise parce qu'ils ne vont pas, il n'y a pas de logique au bout desquels ils vont. On le voit d'ailleurs sur la réforme des retraites, mais ils ne nous ont pas parlé de la réforme des retraites. Alors que nous avions demandé à en parler, ils ne nous en ont pas parlé. Mais parce qu'en fait, c'est pas avec nous qu'ils veulent négocier votre avis sur ça. compte encore sur la réforme des retraites vous savez, à partir du moment où ils pourraient négocier un accord de non-censure avec le Parti socialiste et leurs 66 députés, est-ce que finalement l'avis du Rassemblement national sur la réforme des retraites compte encore? Mais vous avez raison, le Parti socialiste est achetable pour pas cher. En réalité, ils sont en train de lui faire miroiter qu'ils vont revoir la réforme des retraites. Alors, il y a des mots qu'ils n'utilisent pas, le gel ou que sais-je, ou un décalage de la réforme des retraites. Mais pourquoi vous n'y croyez pas? Mais parce qu'en fait, ils disent publiquement, on veut bien bouger sur la réforme des retraites si ça ne coûte pas 1 euro de plus aux finances publiques. Moi, j'entends de l'autre côté Mme Binet de la CGT qui dit bouger sur la réforme des retraites, c'est immédiatement tout de suite 3 milliards d'euros. Mais ce sont des choix. Moi, je comprends. Nous, on considère qu'il faut évidemment abroger et tout remettre remettre l'outil sur le travail. Mais revisiter la réforme des retraites sans que ça coûte 1 euro d'argent public, c'est pas possible. Nous le savons, il faut trouver donc des pistes de financement. Et à partir du moment où ils disent ça, eh bien, il ne faut pas s'illusionner. Les gens qui pensent que ce gouvernement va déconstruire la réforme des retraites si chère à Emmanuel Macron seront particulièrement déçus. Ils peuvent trouver à la limite quelques dispositifs un peu sur la pénibilité totalement inapplicables, très complexes, et on va atterrir sur ça à la fin. Et les socialistes diront à la fin, après avoir été baladés pendant 6 mois et ne pas avoir censuré, diront ah bah finalement on s'est fait avoir. On aura la réponse dans les prochaines heures, puisque le Premier ministre doit rendre ses conclusions. Un socialiste, ça s'achète pas cher. Au fond, dans quel état d'esprit vous êtes? On est à 4 jours du discours de politique générale, donc si je vous écoute bien attentivement ce soir, vous êtes plutôt proche de la censure que de la non-censure, ou vous laissez planer l'ambiguïté parce que ça vous permet de mieux exister? Non, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Vous savez, nous, on a toujours dit, on ne fait pas de censure a priori. On n'a pas entendu François Bayrou nous donner sa ligne, en tous les cas son discours de politique générale. On va déjà l'écouter. C'est ce qu'on avait fait pour Michel Barnier. Nous, on ne prend pas les gens en traître. On arrive, on a des propositions, celles auxquelles on tient, on a des oppositions, des sujets sur lesquels on ne veut pas voir le gouvernement bouger dans un sens ou dans un autre. Et puis, ensuite, il y a une négociation, en tous les cas, une construction du budget qui se fait. On va écouter François Bayrou. Et puis, c'est simple. Si les Français sont mis à contribution, si ça impacte la France qui travaille, alors oui, on n'exclut rien. Si ce budget, finalement, est sans ambition, mais ne bouscule pas grand-chose, parce qu'il y a autre chose aussi qui est intéressant, qui devrait quand même nous alarmer, c'est qu'ils ont renoncé à l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire le déficit public, oui, on accepte qu'il soit à 5,4%, ce qui est largement au-delà des 3% pour lesquels on a pendant des années dit aux Français, vous devez vous serrer la ceinture, il y a un objectif à 3%, etc. Là, c'est fini. Ce budget-là,
ne résoudra même pas la question, n'ira même pas dans le sens d'une baisse du déficit. La réalité, c'est que c'est pas très sérieux non plus. C'est vraiment du bricolage. Est-ce que ce bricolage, à la fin, il a des effets récessifs, comme le budget de Michel Barnier devait en avoir? Je rappelle que le budget de Michel Barnier, c'est beaucoup d'impôts et beaucoup de chômage. C'est pas nous qui le disions, c'est l'OFCE qui l'avait analysé. Donc si c'est la même chose, on ne laissera pas faire. La réponse mardi, donc, sur l'attitude du Rassemblement national, discours de politique générale. Dans un instant, ce sera aussi l'un des rendez-vous importants du 20h BFM. On va découvrir notre enquête Ligne Rouge, long format qui laisse place aux images et aux témoignages sur la dynastie Le Pen. Le Pen, l'enquête secret, pardon et trahison. Demain, les obsèques de Jean-Marie Le Pen seront célébrées dans la plus stricte intimité. Vous y serez ? Non, c'est l'intimité familiale. C'est la famille de Jean-Marie Le Pen, enfants, petits-enfants, conjoints, qui se retrouvent dans cette intimité. C'est intéressant que vous répondiez ça, parce que Jean-Philippe Tanguy, qui était ce matin l'invité d'Apolline de Malherbe, qui ne connaît pas Jean-Marie Le Pen, ne l'a jamais vu, je crois, c'est ce qu'il disait, il sera quand même à ses obsèques pas du demain. tout. Non. Jean-Philippe sera comme moi aux obsèques, à la messe mémorielle de la semaine prochaine, mais Jean-Philippe ne sera pas non plus en Bretagne. Non. Pas du tout aux obsèques de demain. Les politiques, globalement, s'ils ne sont pas de la famille de Jean-Marie Le Pen, ne seront pas dans cette messe d'enterrement privée. Et vous y serez la semaine prochaine, donc? Oui, parce que c'est une façon de saluer la mémoire, voilà, de celui qui avait créé un parti politique qui ensuite s'est transformé, un parti politique dont il a d'ailleurs été exclu. Mais je crois que Jean-Marie Le Pen a marqué l'histoire de la vie politique française. Moi, j'ai jamais voté pour lui, vous voyez. Ça ne m'est jamais arrivé de voter pour lui. C'était pas évidemment si ça avait été quelque part ma tasse de thé, j'aurais voté pour lui, mais enfin à l'époque je ne votais pas pour Jean-Marie Le Pen, et je considère cependant que c'était un grand patriote, je considère que c'était un visionnaire, et c'est cela que je retiens de lui. Il avait vu le problème migratoire avant tout le monde. Visionnaire, vous aussi, vous employez ce mot. Et courageux, une certaine forme de courage. Merci Sébastien Chenu d'avoir été avec nous ce soir dans le 20h BFM. Merci